Bon retour, génies médiévaux. Précédemment, l'hiver a claqué la porte, le mois des démons a pointé à l'horloge, et la milice de Roland a passé son tout premier véritable test d'enfer. Pendant ce temps, Nana a soigné un homme avec tellement d'efficacité qu'elle a accidentellement accéléré l'arc de révélation des sorcières, et très loin de là, à Greycastle, la famille royale a arrêté de faire de la politique pour commencer à faire du crime. Et maintenant ? La ville frontalière est sur le point de découvrir que survivre aux démons, c'était la partie facile. Les rappels à la réalité arrivent rapides et impitoyables. Que va-t-il arriver aux sorcières ? La capitale peut-elle survivre aux conséquences du chaos de l'épisode précédent ? Et pendant que Roland lutte pour maintenir l'ordre, que font les autres sorcières au-delà des murs ? Tout cela trouvera réponse dans l'épisode d'aujourd'hui. Commençons. La ville frontalière profitait de l'un de ces rares moments de calme suspect, le genre qui donne l'impression que le monde prend une profonde inspiration avant de vous frapper en pleine figure. À l'intérieur du château, la vie avait presque recommencé à ressembler à quelque chose de normal. Le prototype de machine à vapeur dans les mines avait été réparé, les ouvriers ne se faisaient plus mutiler tous les 2 jours, et même les démons d'ordinaire les plus fervents amateurs des terres frontalières étaient étrangement silencieux. Roland utilisait ce calme comme un investisseur utilise une chute du marché, de manière agressive. Il réfléchissait à des moyens de renforcer l'économie de la ville, d'augmenter la production et de remplir une bourse qui semblait toujours se vider à la seconde même où il avait une bonne idée. Et bien sûr, c'est exactement à ce moment-là que la nuit a décidé de défoncer la porte. Carter entra en trombe avec ce visage que portent ceux qui ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent plus jamais oublier. Le rapport n'était pas compliqué. Il n'avait pas besoin de poésie. Il n'avait même pas besoin de pause dramatique. Une horde massive de démons se trouvait à l'extérieur des murs. Ce qui signifiait que ces murs fiers, chèrement construits ressemblaient soudain beaucoup moins à une protection et beaucoup plus à une simple suggestion. Ainsi, lorsque Roland atteignit les remparts, la scène en contrebas ressemblait au pire festival du monde. L'air était rempli de hurlements, de grognements et du bruit de trop nombreux corps en mouvement. Au pied du mur, les monstres étaient entassés comme une mer vivante, leur vacarme montant dans la nuit comme s'ils essayaient de faire s'effondrer le château à la seule force de leur enthousiasme. En haut, les soldats fixaient cette masse de créatures avec cette horreur aux yeux écarquillés qui dit clairement « Je me suis engagé pour l'uniforme, pas pour la fin du monde ». Parmi eux se trouvait Vanet, autrefois simple mineur, désormais soldat parce que la ville frontalière avait découvert la meilleure stratégie de recrutement militaire de tous les temps, promettre des œufs. Il ne s'était pas engagé pour la gloire, ni pour le patriotisme. Il s'était engagé parce que la fin est convaincante, et que les œufs valent apparemment qu'on risque ses organes. Et malheureusement pour Vanet, cette théorie fut testée immédiatement. L'une des bêtes chargea le mur comme si elle nourrissait une rancune personnelle contre l'architecture. Elle s'écrasa contre la pierre de toutes ses forces, et toute la barrière trembla, la poussière se détacha, la maçonnerie gémit, et tout le monde en haut sursauta à l'unisson, comme si le mur venait d'être insulté en public. L'impact laissa des dégâts derrière lui, une blessure fraîche dans la forteresse que Roland avait lutté pour bâtir. Mais le monstre n'eut pas le temps de célébrer, car il s'effondra au sol soit tué par la collision, soit parce que même la biologie démoniaque admet parfois la défaite. Et juste au moment où les hommes pensaient que c'était le pire, les loups arrivèrent. Des monstres de type loup avancèrent en masse, marchant avec cette coordination inquiétante qui vous fait comprendre qu'ils ne sont pas seulement affamés, ils sont organisés. Et des monstres organisés sont toujours pires, parce qu'on ne peut pas négocier avec quelque chose qui pratique le travail d'équipe. Voyant cela, Iron Axe chasseur, tueur de démons, et seul homme sur le mur qui semblait exactement là où il avait prévu d'être ne perdit pas de temps. Il aboya des ordres, ordonnant aux hommes de préparer leurs lances. Pas de place pour la panique, pas de place pour le doute, et certainement pas de place pour que Vanet se rappelle qu'il était autrefois un mineur dont le plus gros problème devait être les cailloux. Car quelques secondes plus tard, les loups atteignirent le mur. L'ordre du capitaine fendit le chaos, et Vanet est terrifié, en sueur, et probablement en train de reconsidérer son amour pour les œufs força son corps à obéir avant que son esprit ne proteste. Il planta sa lance dans la masse grouillante,
la pointe s'enfonçant dans une chair hargneuse. Le moment était sale, brutal, et très instructif. Parce qu'une fois que vous avez poignardé un loup démoniaque, il est difficile de redevenir un civil innocent qui se plaint des horaires de travail. Puis l'un des loups parvint à grimper, griffes raclant la pierre, crocs luisant alors qu'il bondissait. Avant que le capitaine ne réponde par un coup de feu. La détonation résonna, et la tête du loup explosa de la manière la plus définitive possible. Il s'effondra instantanément, retombant comme une mauvaise décision jetée par la fenêtre. Le message était clair, grimpez au mur, et vous découvrirez la résolution moderne des problèmes. Mais Aronnax ne laissa personne se détendre. Il maintint la concentration, scrutant le champ de bataille, posture tendue car lors d'une invasion démoniaque, la première menace n'est jamais la seule. La première menace n'est que le lever de rideau. Et pile au bon moment, l'horreur suivante arriva. Un soldat hurla, pas un cri théâtral. Un vrai, celui qui jaillit quand la douleur n'a même pas la décence de vous laisser le temps de la comprendre. Une attaque démoniaque lui avait transpercé le ventre, et la blessure était si profonde qu'elle cessait d'être une blessure, pour devenir un corps qui abandonne. Le sang coulait. Pire encore, ses entrailles commencèrent à sortir. Le genre de spectacle qui transforme même des soldats aguerris en statues tremblantes. Vanet vit la scène, et le courage qu'il avait péniblement rassemblé quelques secondes plus tôt tenta immédiatement d'évacuer son corps. C'est alors que le chevalier et Roland arrivèrent enfin sur les lieux. La voix du chevalier trancha le chaos, sèche et stabilisante, ordonnant à Vanet de se calmer et de se souvenir de son entraînement pas gentiment, mais avec ce ton qui dit « Tu n'as pas le temps de t'effondrer ». Et d'une manière ou d'une autre, le soldat qui avait crié toujours vivant, toujours conscient, toujours en train de lutter se força à reprendre le contrôle. Dès que son regard s'éclaircit, il passa en mode commandement et donna des ordres comme quelqu'un qui refusait de mourir avant la fin de son service. Il ordonna qu'on transporte le blessé à l'hôpital. Tous les autres? Tenir la ligne. Maintenir les démons cloués sous le mur. Roland observa Vanet et mineur devenus soldats pour des œufs obéir réellement aux ordres. Rester discipliné. Fonctionner. Et Roland ne put s'empêcher d'afficher un petit sourire fier, car l'entraînement de l'armée civile avait porté ses fruits. Les œufs n'avaient pas été gaspillés. La ville apprenait à survivre. Mais alors le sol donna une nouvelle leçon. Quelque chose bougea en contrebas. Quelque chose de mauvais. Et au moment où Roland le vit, même son expression changea. La réaction d'Aronnax fut immédiate, il dégaina son arme comme si son instinct venait de crier « C'est ici que les gens meurent ». Car là, au sol, se frayant un chemin à travers le chaos, avançait une créature si répugnante et contre nature qu'on aurait dit que la biologie avait été insultée, puis forcée de s'excuser. Un behemoth. Pas seulement grand. Pas seulement musclé. Monstrueux comme un cauchemar mal assemblé, mal conçu, existant en défi des règles qui empêchent le monde de sombrer dans l'horreur pure. Roland fixa la créature, l'esprit en ébullition. Il avait déjà affronté des démons, oui. Des loups, des sangliers, des hybrides, il avait vu suffisamment d'horreur pour remplir un musée. Mais ça? C'était le genre de monstre mutant qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer face à face. Alors les soldats firent ce que font les soldats quand leur cerveau ne sait plus quoi faire, ils tirèrent des flèches. Une tempête de flèches. Et c'était presque attendrissant. Comme regarder quelqu'un lancer des cure-dents sur un char, puis avoir l'air surpris quand le char ne bronche pas. Les flèches frappèrent le bouclier épais du behemoth, semblable à une montagne, et rebondirent comme si elles avaient honte de leur propre optimisme. Et la créature continua simplement d'avancer, chaque pas faisant trembler le sol, chaque mouvement rappelant que la peur n'était pas qu'émotionnelle, la peur était physique. Naturellement, les soldats se tournèrent vers leur chef, les yeux grands ouverts, posant silencieusement la seule question qui comptait. Et maintenant? La réponse de Roland n'était ni mystique, ni héroïque. Elle était pratique. Plus de puissance de feu. Il ordonna donc de préparer les mousquets. Et lorsque le monstre se rapprocha, les hommes tirèrent. Les détonations résonnèrent le long du mur, la fumée s'éleva, le recul secoua les épaules. Et le behemoth s'en soucia à peine. Les tirs n'eurent aucun effet significatif.
Le monstre continua d'avancer comme s'il avait simplement été gêné par une rafale de vent. C'est là que la panique commença à se répandre. On la voyait sur les visages, dans les mains crispées sur les armes, dans la manière dont les hommes se lançaient des regards comme s'ils négociaient silencieusement lequel d'entre eux mourrait en premier. Alors Roland aboya un ordre, reprenant le contrôle de l'instant. Il leur ordonna de se calmer et envoya le vice-capitaine Vanet rassembler des hommes et rapporter de la dynamite depuis les réserves. Parce que quand les balles ne fonctionnent pas, on présente le problème aux explosifs. Roland tenta de maintenir les hommes stables, tenta de se faire entendre. Mais avant même que la dynamite n'arrive, le Behemoth frappa le mur. Pas une égratignure. Pas une fissure. Une démolition. La pierre vola en éclats. La structure qu'ils avaient mis tant d'efforts à bâtir se fractura comme du verre sous un marteau. Le trou s'élargit, poussière et débris explosant vers l'extérieur, et soudain le mur n'était plus un mur. C'était une bouche brisée, ouverte assez largement pour laisser ramper le cauchemar. Et c'est à ce moment-là que Roland sentit le coup glacé de la réalisation. Ils étaient en difficulté. Pas du genre gérable. Pas du genre « on réparera plus tard ». Du genre « on pourrait mourir cette nuit ». Il ne s'attendait pas à ce que le monstre soit aussi résistant, et il n'était pas le genre de chef à s'accrocher à sa fierté pendant que son peuple se faisait massacrer. Il ordonna donc une retraite immédiate avant que la situation ne se transforme en carnage. Mais même alors, le mur continua de s'effondrer. Le pied de Roland glissa. Et c'est à ce moment-là que Nightingale apparut. Une seconde, il tombait dans le chaos. La suivante, il était tiré en arrière, sauvé d'une chute brutale comme si la nuit elle-même l'avait attrapé. Elle se déplaçait comme une ombre, comme un bug dans la réalité. Le genre de femme qui n'entre pas vraiment dans une scène, mais s'y insère silencieusement. Une fois sur un sol stable, Roland la fixa, surpris, et lui demanda ce qu'elle faisait là. Nightingale ne s'embarrassa pas d'excuses. Elle lui dit qu'elle était venue parce qu'elle s'inquiétait. Et à en juger par la horde démoniaque et le mur en train de se dévorer lui-même, ses inquiétudes étaient spectaculairement justifiées. Elle lui demanda alors simplement, sèchement comment il comptait gérer le monstre. Roland ne sia pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce que la peur ne pouvait pas diriger. Il lui dit qu'il avait encore un tour dans sa manche. Et comme si l'histoire elle-même voulait lui donner raison, Vanet revint un dynamite en main. Iron Axe lui cria immédiatement d'allumer la mèche et de lancer l'explosif sous les jambes du monstre. À son crédit, Vanet avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que ses choix de vie l'avaient mené ici. Tenir des explosifs pendant qu'un Behemoth essayait d'effacer le château de l'existence. Il tremblait. Ses yeux étaient écarquillés. Son âme essayait probablement de quitter son corps. Mais malgré tout, il avança. Il alluma la mèche. Puis il courut, plaça la dynamite près des jambes de la créature, et détala comme si ses ancêtres venaient de hurler « Cours !» depuis l'au-delà. La mèche grésilla dans l'obscurité, une mince ligne de feu portant tous leurs espoirs. Puis elle atteignit la charge. Boum! L'explosion frappa le Behemoth en plein ventre, secouant toute la zone. La poussière jaillit dans l'air. L'onde de choc gifla le visage de tous ceux à proximité. Pendant un bref instant, on aurait dit que le monde lui-même avait rendu le coup. Et le Behemoth s'effondra. Il bascula, inerte, son corps massif s'écrasant au sol comme une montagne qui abandonne enfin. Pendant un battement de cœur, les soldats restèrent figés. Puis ils explosèrent des cris de victoire, des armes levées, des rires soulagés et le genre de célébration que font ceux qui viennent d'échapper à la mort à quelques secondes près et qui ont besoin de se convaincre que ce n'était pas uniquement de la chance. Roland sourit lui aussi, l'expression d'un homme qui venait de réussir un examen pour lequel il n'avait pas révisé. Mais la joie fut de courte durée car au-delà du Behemoth abattu, d'autres bêtes continuaient d'arriver. Pas des mutants géants cette fois, juste des créatures démoniaques ordinaires. Et c'était presque pire, car les démons ordinaires arrivaient en nombre. En vagues. En flots. Les soldats se ressaisirent aussitôt, levant les boucliers, resserrant la formation. Roland, l'espace d'un souffle, resta figé à moitié sous le choc,
moitié à cause du calcul brutal de la situation. Le mur était brisé. Les monstres affluaient encore. Ses défenses étaient à bout. Et comme si la nuit voulait souligner ce fait, un sanglier rugit et chargea. Le son était suffisamment violent pour nouer tous les estomacs sur la ligne. Le sanglier fonça vers eux comme un bélier vivant, défense luisant sous la lune. Un soldat allongé au sol, blessé et sans défense, tourna la tête pour regarder. Et c'est alors qu'il vit une fille s'avancer. Pas une soldate. Pas en armure. Juste une jeune femme marchant dans une zone de guerre comme si elle y était née. Anna. Avec son chapeau de sorcière. Et tous ceux qui pensaient encore qu'Anna devait rester à l'infirmerie comme, à tout sur et caché, du prince allaient voir leur vision du monde réduite en cendres. Anna affronta le sanglier en charge sans la moindre peur. Son regard ne fuyait pas comme celui d'une proie. Elle n'hésita pas. Elle n'attendit pas la permission. Elle leva simplement les mains et laissa son pouvoir répondre. Le feu jaillit. Il frappa le sanglier de plein fouet, l'engloutissant, le rôtissant vivant en quelques secondes. La créature ne mourut pas simplement, elle devint un avertissement. La mâchoire de Roland faillit toucher le sol. Pas parce qu'il ignorait la puissance d'Anna. Il le savait. Mais il y a une différence entre savoir et regarder quelqu'un incinérer nonchalamment un démon lancé à pleine vitesse devant toute une armée. Et le pire, c'était ce que cela impliquait. Roland se sentit stupide car il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment considéré Anna comme faisant partie du champ de bataille. Il avait traité son pouvoir comme un outil secret pour la construction et l'industrie, une fournaise miraculeuse pour les machines et les projets de la ville. C'était précisément pour cela qu'il avait voulu la garder en sécurité et cachée. Mais maintenant, elle était là. Au grand jour. Sous les yeux de l'armée civile. Brian, l'un des chevaliers, s'agenouilla et expliqua ce qui s'était passé. Anna s'était inquiétée pour la sécurité de Roland et avait insisté pour venir au mur. Il n'avait pas pu l'arrêter. Et immédiatement, l'esprit de Roland sauta vers le plan qu'il construisait avec soin, façonner l'opinion publique grâce aux soins de Nana, rendre progressivement l'idée des sorcières moins terrifiante, puis révéler Anna quand la ville serait prête. Ce plan était maintenant en feu. Littéralement. Et le chat n'était pas seulement sorti du sac et il faisait des saltos dans la rue. Roland aboya donc des ordres. Brian devait protéger Anna. Les autres chevaliers aussi. Car Anna pouvait être puissante, mais elle restait une cible, vulnérable d'une manière que les soldats ne l'étaient pas. Et Anna, calme, déterminée, s'avança de nouveau tandis que les soldats se plaçaient instinctivement autour d'elle. Elle leva les mains, des flammes prenant vie, puis elle fit quelque chose qui fit même écarquiller les yeux des hommes les plus endurcis sur le mur. Elle créa un mur de feu à l'intérieur de la brèche. Une barrière de flammes vivantes, scellant l'ouverture, empêchant les monstres de déferler. Roland resta stupéfait devant la magnificence de la scène car ce n'était pas seulement de la puissance brute. C'était du contrôle. Du courage. Une sorcière se dressant entre une ville et l'extinction. Mais même cela ne mit pas fin au combat. Certains monstres traversèrent quand même les flammes, hurlant tandis que leur corps brûlait, avançant comme si la douleur était optionnelle. Le mur de feu les ralentissait, les affaiblissait, mais la horde continuait d'avancer. Et c'est alors que Roland croisa le regard d'Anna. Et à cet instant, il comprit ce qui devait être fait. Si elle risquait tout pour protéger la ville, il ne pouvait plus se cacher derrière la stratégie et la peur. Il ne pouvait plus la traiter comme un secret. Plus maintenant. Roland arracha une arme des mains d'un chevalier et commença à tirer, visant directement la tête des monstres. Voir leur prince tirer personnellement secoua les soldats. Ce n'était pas un commandement à distance. C'était un leadership au cœur de la bataille. Le genre qui arrache le courage à des hommes qui pensaient en être à court. Roland leva son arme plus haut, sa voix tranchant nettement le chaos. Il rallia les soldats, ordonna d'avancer les lances, exigea qu'ils tiennent la ligne et protègent leur foyer. Et l'armée civile, ses mineurs, ses fermiers, ces gens ordinaires entraînés avec discipline et des œufs répondit. Ils avancèrent avec un feu renouvelé, frappant, repoussant,
combattant comme des gens qui comprenaient enfin ce que signifiait tout perdre s'ils échouaient. Peu à peu, les monstres tombèrent. Et lorsque le dernier loup reçut une pluie de flèches et s'effondra, inerte, pendant un instant, juste un instant, le champ de bataille expira. Ils avaient gagné. Le chevalier semblait stupéfait, presque incrédule, comme si la victoire avait été quelque chose de mythique qu'il n'avait jamais vraiment espéré voir. Roland laissa les soldats savourer ce moment, car il méritait ce souffle. Mais alors son estomac se serra. Anna. Il se souvint d'elle comme d'un cauchemar retardé. Il avait été si absorbé par le combat, par le commandement, par la survie, qu'il avait presque oublié la conséquence la plus dangereuse de toute cette bataille. Anna s'était révélée une sorcière devant l'armée civile. Roland se retourna brusquement, déjà en train d'imaginer la panique, la haine, les accusations qu'il devrait écraser avant qu'elles ne deviennent un incendie. Et il se figea. Parce que personne ne fuyait Anna. Personne ne la traitait de démon. Personne ne réclamait son exécution. Au contraire, il la regardait avec respect. Avec gratitude. Les mêmes soldats qui auraient peut-être craint les sorcières hier fixaient aujourd'hui la fille qui leur avait sauvé la vie comme une héroïne. Roland eut presque du mal à le comprendre, même s'il avait lui-même orchestré le lent changement culturel de la ville. Mais voir cela se produire aussi naturellement, aussi sincèrement, le prit de court. Anna fit quelques pas vers lui, épuisée par l'usage de son pouvoir. Puis, sans prévenir, son corps céda. Elle s'évanouit totalement, dramatiquement, et tomba droit dans les bras de Roland, le laissant la soutenir comme si l'histoire elle-même voulait lui rappeler, ce n'était pas seulement de la politique et de la guerre. C'était personnel. Et tandis que Roland se tenait là, les bras chargés de la fille qui venait de devenir le miracle vivant de la ville, le royaume lointain commença à s'effondrer. Au port de Clearwater, dans la résidence de Garcia, la troisième princesse reçut une nouvelle qui remodela le monde. Le roi était mort. Son père était, passé l'arme à gauche, comme si la mort se souciait des titres royaux. La lettre allait plus loin. Elle affirmait que son frère, Gérald le premier prince, avait été accusé de l'assassinat et arrêté par les gardes. Pas même un récit de suicide tragique. Non, l'histoire officielle était qu'il avait été condamné à mort par les autorités. Naturellement, son chevalier réagit immédiatement, la suspicion inscrite sur son visage. Rien dans tout cela ne sentait bon. Et après une courte pause, Garcia admit la vérité à voix haute, son frère pouvait être stupide, mais pas au point de chercher la mort. Il n'était pas suicidaire. Pas assez imprudent pour ça. C'est pourquoi elle ne perdit pas de temps à faire semblant. Elle nomma alors la véritable pourriture sous la surface. Timothy faisait porter la faute. Timothy utilisait Gérald comme bouc émissaire commode pour tromper le public et stabiliser son ascension. Mais Garcia comprenait aussi quelque chose que la plupart des gens ne réalisent que trop tard, prendre le contrôle d'un royaume entier ne se fait pas du jour au lendemain. On peut faire taire un frère avec des chaînes et un ordre d'exécution, bien sûr. On peut le piéger. On peut vendre l'histoire. Mais contrôler Grey Castle, contrôler tout le système exigeait une pression constante, une manipulation prolongée, et du temps. Ainsi, au lieu de paniquer, Garcia s'adapta. Son chevalier peinait encore à comprendre la logique. Pourquoi Timothy ferait-il quelque chose d'aussi extrême alors que le roi l'avait toujours favorisé? Pourquoi risquer un retour de flamme? Pourquoi agir avec autant d'agressivité? Et c'est alors que Garcia lâcha la réponse comme une lame. Timothy avait peur d'elle. Il craignait le pavillon noir. Il craignait ce qu'elle représentait, ce qu'elle contrôlait, et ce dont elle était capable. Alors Timothy n'attendit pas tranquillement la fin des 5 années. Il ne joua pas le jeu de la patience. Il frappa le premier. Et une fois que Garcia le comprit, elle décida qu'elle ferait de même. Elle annonça qu'elle mettrait les voiles pour Grey Castle dès le lendemain. Son chevalier lui demanda si elle comptait affronter Timothy directement. Garcia répondit avec le calme cruel d'une femme qui comprenait mieux le timing que la miséricorde, si Timothy n'attendait pas paisiblement la fin du décret des 5 ans, elle non plus. Son chevalier parut mal à l'aise et lui rappela que tout le royaume devait déjà être en deuil de la mort du roi.
Mais la réponse de Garcia fut un poison pur enveloppé d'un sourire. Elle le taquina, lui demandant s'il voulait aussi qu'elle pleure, comme si le chagrin était une performance optionnelle qu'elle pouvait offrir si cela plaisait au public. Et cela suffit à le briser. Le chevalier se rendit immédiatement, tombant à genoux, obéissant et anxieux, attendant son prochain ordre comme si la loyauté était le seul sol stable restant dans le monde. Garcia lui ordonna donc d'aller chercher le capitaine de la flotte noire. Parce qu'ils allaient appareiller au plus vite. De retour dans la ville frontalière, le raid des monstres prit fin, et les jours suivants furent étrangement silencieux. Aucune nouvelle attaque démoniaque. Les soldats blessés se remirent vite sur pied et retournèrent au service, comme si la ville n'avait pas le luxe de longue convalescence. Le chevalier en chef supervisa les réparations, utilisant la carapace hybride du Behemoth pour colmater la brèche transformant l'armure de l'ennemi en nouvelle protection pour la ville. Un recyclage brutal, et étrangement poétique. Et dans ce silence, tout le monde connaissait la vérité. La plus grande raison pour laquelle ils avaient survécu à l'invasion avait un nom. Anna. Mais la victoire avait un prix. Une semaine passa, et Anna ne s'était toujours pas réveillée. Nightingale, en la regardant dormir, parla d'une lourdeur qui ne collait pas avec sa confiance tranchante habituelle. Elle dit que c'était censé être le jour de maturité d'Anna. Et elle était convaincue qu'Anna mourrait dans son sommeil parce que la douleur de la maturité n'était pas quelque chose qu'une sorcière pouvait endurer inconsciente. Il fallait être lucide. Il fallait souffrir en pleine conscience. Et quand Nightingale parla, on n'aurait pas dit qu'elle supposait, on aurait dit qu'elle se souvenait. Elle parlait doucement, mais chaque mot traînait un cimetière derrière lui. Elle avait vu trop de sorcières mourir. Brûlées comme des animaux. Torturées lentement par des nobles pour se divertir. Les plus chanceuses étaient exilées, condamnées à errer aux marges de la société, à courir après la montagne sainte comme si c'était le salut pour découvrir qu'elle restait toujours loin, toujours hors de portée. Puis elle regarda Anna. Et sa voix changea. Parce qu'Anna n'était pas comme les autres. Contrairement aux sorcières que Nightingale avait connues dans l'association, Anna était protégée ici, estimée, respectée, défendue. Pas traitée comme une malédiction. Et Nightingale dit quelque chose qui coupait plus profondément qu'une épée, c'était ça, le vrai sens de la montagne sainte. Une vie sans préjugés. Et dans le cas d'Anna, Nightingale réalisa qu'elle y était déjà arrivée. Alors Roland s'assit près d'Anna, envahi par les souvenirs, sa force, sa détermination, le moment où elle avait juré de rester à ses côtés, la façon dont elle continuait de tenir debout même quand le monde exigeait qu'elle s'agenouille. Il lui serra la main, refusant de la laisser s'éloigner. Puis minuit sonna. Nightingale le sentit la première. La puberté d'Anna, sa maturité commençait. La magie remuait dans son corps comme une tempête qui se réveille. Et presque immédiatement, une bougie toute proche se mit à luire d'une étrange flamme verte. Roland se raidit, instantanément méfiant, parce que quand des flammes vertes bizarres apparaissent à minuit autour d'une sorcière endormie, le cerveau saute naturellement à « esprit démoniaque » et « on va tous mourir ». Mais Anna ne changea pas visiblement. Alors, quand la flamme de la bougie faiblit, l'angoisse traversa la pièce surtout chez Nana, qui avait l'air prête à paniquer jusqu'au coma. Puis la bougie s'embrasa de nouveau, vert vif, et tout le monde sursauta. Et Anna ouvrit les yeux. La pièce se figea. Roland se précipita aussitôt, lui demandant comment elle se sentait, d'une voix bien trop urgente pour un prince censé rester calme. Anna avait l'air bien. Fatiguée, mais vivante. Le regard clair. Elle tendit la main vers Roland. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Puis une flamme éclot au-dessus de sa paume. Verte. Intense. Contre nature. Mais pas chaotique. Maîtrisée. Roland hésita, puis trouva le courage de tendre la main pour la toucher parce qu'apparemment, le prince avait décidé que sa routine quotidienne incluait désormais, toucher des flammes vertes mystérieuses de sorcières pour voir ce qui se passe. Et au moment où il le fit, l'histoire bascula vers quelque chose de plus grand.
Dans le bureau de Roland, il s'assit, l'air complètement déboussolé, pendant que Nightingale annonçait qu'elle quittait la ville frontalière. Elle expliqua qu'Anna ne s'était pas seulement réveillée, elle avait survécu à quelque chose qui n'aurait pas dû être survivable. Une possession démoniaque, ou quelque chose du genre, sans mourir ni se perdre. Et la preuve était là. Les nouvelles flammes vertes d'Anna n'étaient pas sauvages. Elles étaient synchronisées avec son esprit. Sous contrôle total. Nightingale décrivit ça de façon clinique, presque avec admiration. Anna pouvait en régler la chaleur, la manipuler, même la déplacer dans un rayon de 5 mètres. Comme si la flamme n'était pas seulement un pouvoir mais une extension de sa volonté. Mais malgré tout ça, Nightingale ne comprenait toujours pas comment Anna avait évité l'agonie habituelle de la maturité. La douleur était censée être insupportable, surtout pour les sorcières à magie puissante. Alors Roland proposa une théorie. Après avoir dépensé autant de magie pendant l'invasion démoniaque, le réservoir d'Anna devait être presque vide. Moins de puissance stockée signifiait moins de pression, moins d'explosion intérieure, moins de douleur. Comme les sorcières devaient cacher leur pouvoir, la magie s'accumulait normalement comme dans une marmite fermée. La maturité, c'était le moment où le couvercle sautait et la sorcière souffrait pendant la libération. Nightingale accepta la logique, parce que ça se tenait. Et le timing rendait tout encore pire, parce que l'hiver approchait. D'autres sorcières atteindraient bientôt la maturité, et d'autres mourraient si rien ne changeait. Alors Nightingale décida qu'elle devait retourner immédiatement à l'association. Elle jura de ramener ici toutes les survivantes dans la ville de Roland en espérant qu'il les abriterait comme il avait abrité Anna. Roland lui demanda d'attendre jusqu'à ce que les démons cessent d'apparaître, jusqu'à ce que le temps se stabilise. Mais Nightingale eut un petit sourire en coin. Arriver ne serait-ce qu'un jour plus tôt pouvait sauver des vies. Elle lui rappela que les démons ne la détecteraient pas de toute façon, et qu'elle n'allait pas perdre du temps pendant que des sorcières hurlaient jusqu'à la mort dans les montagnes. Roland lui demanda quand elle s'était éveillée. Nightingale balaya la question, disant que c'était au printemps, et qu'elle était habituée à la douleur. Malgré tout, Roland lui dit d'être prudente sur la route. Avant de disparaître, elle lui offrit un dernier salut respectueux. Et s'évanouit brusquement, comme toujours, laissant Roland mal à l'aise. Parce que peu importe à quel point ses pouvoirs étaient utiles, il détestait cette manie d'apparaître et de disparaître comme un fantôme sans aucun respect pour le niveau de stress humain. Et quand la pièce redevint silencieuse, Roland s'enfonça dans ses pensées. Si sa théorie sur les sorcières était correcte, ça pouvait tout changer. Ça pouvait réécrire ce que le monde croyait des sorcières, des démons, du récit de l'Église. Il regarda sa liste de choses à faire et réalisa que ce n'était plus une liste. C'était une montagne. Et juste au moment où il se demandait par où commencer l'ascension, son vieux conseiller surgit avec des nouvelles urgentes. Un messager de la forteresse de Lonson était arrivé. L'ambassadeur avait l'air inquiet, trop inquiet. Le genre d'inquiétude qui te fait croire que quelque chose brûle quelque part. Roland lut le message. Le roi était mort. Et avant même qu'il ait le temps de digérer l'information, l'ambassadeur aux cheveux rouges précisa rapidement qu'il était là sur ordre du duc Ryan. Le décret royal, le défi de succession de 5 ans avait pris fin. Ce qui signifiait que Timothy Wimbledon était désormais le nouveau roi de Grey Castle. La stupeur de Roland s'approfondit quand l'ambassadeur révéla que Timothy voulait récompenser Roland avec un nouveau territoire et un nouveau poste. Une récompense. D'un roi tout neuf. Juste après une mort royale suspecte. De retour dans le bureau de Roland, le conseiller exprima son chagrin, affirmant que le premier prince avait tué le roi. Il demanda à Roland quoi faire ensuite. Mais Roland n'acheta pas cette histoire. Tout sentait trop commode. Trop propre. Il décida donc de surveiller les mouvements de ses sœurs avant d'agir. Il admit qu'il ne comprenait pas bien les motivations de la 5e princesse, mais il croyait qu'elle n'était pas imprudente. Elle bougerait avec précaution. Roland voulait suivre son exemple. Et il prédit aussi que la capitale plongerait dans le chaos avec ce changement de pouvoir. Et dans le chaos, les gens ne meurent pas seulement. Des familles meurent.
Alors il ordonna à son conseiller de demander au chevalier en chef et à tout le personnel du château d'écrire des lettres chez eux. Roland voulait que leur famille soit escortée vers d'autres villes, mises à l'abri, loin de la tempête qui arrivait. Le conseiller, visiblement ému, le remercia d'avoir pensé à eux. Mais Roland ne s'arrêta pas là. Il ordonna un virage économique, plus d'exportation de métaux. Il ne vendrait à Willowtown que des gemmes et des pierres. Le métal était trop précieux pour les machines, et Roland construisait un avenir qui avait besoin de fer, pas de générosité. Et par-dessus tout ça, il prévoyait de recruter plus de civils dans l'armée et de les entraîner. Parce que Roland comprenait l'affreuse vérité, si le royaume s'effondrait dans une guerre politique, la ville frontalière ne survivrait pas avec des murs et des prières. Il leur fallait des soldats. Il leur fallait des armes. Il leur fallait une industrie. Et dans son esprit, la nouvelle de l'ambassadeur n'était pas seulement un danger. C'était une opportunité. Roland croyait que tant qu'il resterait à Bordertown, quelqu'un finirait par venir le chercher, comme le duc Ryan de la forteresse de Lonson. Une fois la saison des démons terminée, le duc Ryan pourrait tenter d'étendre son influence sur l'ouest du royaume sous la nouvelle administration. Et Roland voulait ça. Parce que la plus grande faiblesse de Roland n'était pas l'intelligence, ni la technologie. C'étaient les gens. Bordertown ne comptait qu'environ 2000 habitants. La pénurie de main-d'œuvre ralentissait tout, et des solutions comme recruter davantage de talents, augmenter le taux de natalité ou compter sur des esclaves étaient soit irréalistes, soit beaucoup trop lentes. Mais si Roland pouvait s'emparer de la place forte de Lonson, il pourrait gagner des gens libérés. Il pourrait gagner de la richesse. Il pourrait agrandir sa main-d'œuvre instantanément. L'assimilation serait plus facile. L'invasion était le chemin le plus rapide vers la croissance. Bien sûr, Roland reconnaissait le problème, défier toute la forteresse de Lonson n'était pas simple. Alors il attendit. Il attendit que Nightingale revienne avec des sorcières. C'était pour ça qu'il voulait des machines. Pour ça qu'il voulait agrandir l'armée civile. Pour ça qu'il se préparait. Parce que la prochaine phase de survie ne serait pas les démons. Ce seraient les humains. Tout au nord, dans la chaîne de montagnes, Nightingale avançait dans l'un des tunnels comme si la terre elle-même l'avait adopté. Mais sa route fut coupée quand des racines jaillirent et bloquèrent l'entrée. Elle se présenta immédiatement, et les racines se retirèrent. Leaf apparut, ravi de revoir son ami. Après les salutations, Leaf lâcha une nouvelle sombre, sur deux sorcières Erin ou Ashley et l'une n'avait pas survécu à la maturité. Le moment menaçait de les engloutir dans le deuil, mais elles choisirent de ne pas s'y noyer. Elles entrèrent plutôt à l'intérieur. Et Nightingale, malgré tout, avait hâte de voir Wendy. Alors quand Nightingale arriva, Wendy se retourna avec chaleur et malice, accueillant Nightingale comme une vieille histoire d'amour qui refuse de mourir. Elle l'appela en plaisantant Veronica. Wendy prit la main de Nightingale simplement, intimement et Nightingale rougit, insistant sur le fait qu'elle n'était plus cette fille fragile et qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle Veronica. Mais Wendy refusa de la laisser effacer son passé. Elle lui rappela que le passé faisait encore partie d'elle. Et Nightingale ne pouvait pas nier le réconfort que lui apportait la présence de Wendy. Elles s'enlacèrent fort, dans une étreinte qui disait « On est encore vivante, et ça compte ». Peu après, Wendy demanda des nouvelles d'Anna si Nightingale l'avait aidé à survivre à la maturité. Nightingale sourit. Anna n'avait pas eu besoin d'être sauvée. Et ce qu'elles avaient découvert, pouvait tout changer pour les sorcières. Alors toutes les sorcières de la grotte se rassemblèrent pour écouter ce que Nightingale avait à dire. Elle parla aux sœurs de Roland. De Bordertown. D'un endroit où les sorcières pouvaient vivre sans discrimination. Où elles avaient de la valeur. Wendy n'y crut pas au début. C'était trop beau. Trop suspect. Comme un piège déguisé en espoir. Alors Nightingale jura que c'était réel. Le prince avait sauvé Anna et Nana. Il ne croyait pas que les sorcières étaient possédées par des démons. Il croyait que leur pouvoir venait d'elles-mêmes. Et pour rendre la vérité incontestable, Nightingale leur rappela sa capacité à sentir les mensonges. Si elle disait que Roland était sincère, alors il l'était.
Elle parla de ses plans pour protéger les sorcières même si cela signifiait s'opposer à l'Église. Puis elle sortit les plans de la machine à vapeur. La preuve que ce n'était pas seulement de belles paroles de prince. C'était un miracle technologique. Un plan pour bâtir un sanctuaire assez puissant pour rivaliser avec la montagne sainte. Et juste au moment où Nightingale était en train de peindre ce paradis dans l'air, une femme aux cheveux verts déboula et ordonna à tout le monde de se taire. La tension claqua net dans la pièce. Cette femme n'était pas une sorcière comme les autres. Elle portait l'autorité comme une arme. Alors Nightingale s'inclina immédiatement, par respect. Et la mentor en chef la fixa d'un regard glacial, demandant si Nightingale suggérait vraiment que la montagne sainte qu'elle poursuivait depuis toujours ne signifiait rien. Et pendant que ce débat s'enflammait dans les montagnes, dans la capitale, Timothy siégeait en tant que nouveau roi. Un chevalier apparut derrière lui avec une pierre appelée Jugement divin, présentée comme l'arme ultime contre les forces démoniaques. Le chevalier se vanta que l'Église avait confirmé son pouvoir, qu'elle pouvait gérer les sorcières pendant des siècles. Timothy ne fut pas impressionné. Il fut agacé. Alors il accusa les sorcières d'être responsables du suicide de son père et ordonna au chevalier de continuer à capturer des sorcières, de fouiller la capitale de fond en comble. Parce que si Timothy ne pouvait pas contrôler la peur, il allait l'utiliser comme une arme. Dans les montagnes, Nightingale se réveilla attaché à un pilier. Autour de son cou se trouvait cette même pierre de suppression. Le choc arriva vite, puis la rage. Et alors qu'elle essayait de comprendre comment elle avait fini comme ça, le souvenir revint. L'enseignante aux cheveux verts avait paniqué à l'idée qu'un prince se range du côté des sorcières. Elle avait déliré sur des siècles de persécution, sur des sorcières brûlées et traquées. Elle insistait sur le fait que Nightingale avait été trompé. Puis elle révéla la maladie au cœur de sa croyance, elle affirma que la douleur de la maturité était sacrée. Une épreuve. Un saint jugement du corps et de l'esprit. Seule celle qui l'endurait méritait le vrai pouvoir, méritait la paix éternelle dans la montagne sainte. Et à cet instant, Nightingale comprit que toute la souffrance endurée par les sorcières à chaque cri, chaque mort avait été traitée comme un filtre au service de l'idéologie de cette femme. Si une sorcière mourait, elle n'était pas pleurée. Elle était rejetée comme non qualifiée. Alors l'enseignante offrit à Nightingale une dernière chance de demander pardon pour son ignorance. Elle lui promit la clémence. Mais Nightingale refusa. Elle dit qu'elle ne prendrait avec elle que les sœurs qui croyaient en elle. Et quand Nightingale essaya de partir, un serpent frappa s'enroulant autour de ses pieds. Elle n'eut même pas le temps de réagir avant que le venin, la pétrification, l'obscurité ne l'engloutissent. Et maintenant, elle était réveillée enchaînée. Face à l'enseignant. Alors Nightingale la confronta, pourquoi utiliser jugement divin alors que c'était interdit dans l'association des sorcières? L'enseignante serpentine dans sa cruauté appela ça un outil pour punir des enfants désobéissants. Elle rappela à Nightingale comment Wendy l'avait sauvé des aristocrates. Puis elle accusa Nightingale de trahison affirmant qu'elle essayait de les vendre aux nobles juste pour reconstruire ses liens avec la société. Nightingale le nia, férocement. Elle ne voulait pas le pouvoir. Elle voulait la liberté. Elle voulait que les sorcières vivent sans la peur de mourir de faim, sans la torture de la maturité, sans être chassées comme des proies. Elle soutint que tout le monde méritait le droit de choisir sa propre voie. Et pour prouver qu'elle ne vendait pas des rêves, elle montra le changement de Bordertown machine à vapeur, miracle, progrès. Le plan qu'elle avait apporté n'était qu'un exemple. Mais l'enseignante ricana, prétendant qu'elle ne pouvait de toute façon pas comprendre le plan. Elle le jeta au feu, se moquant de l'idée que l'acier puisse bouger comme s'il était vivant. Elle insista, elle n'était pas assez idiote pour y croire. Puis elle saisit une dague chauffée à blanc et la plaça à quelques centimètres du cou de Nightingale. La menace était claire, implore le pardon, soumets-toi, ou meurs. Si Nightingale refusait, l'enseignante lui transpercerait le cœur pour en faire un exemple. Nightingale fixa la mort sans cligner des yeux. Elle choisit la défiance. Mieux valait la dague que les chaînes. Et c'est là que Wendy intervint. Wendy leur rappela qu'elles avaient déjà perdu trop de sœurs. Elles ne pouvaient pas se permettre d'en perdre une de plus. L'enseignante cracha,
exigeant de savoir si Wendy croyait au « mensonge » de Nightingale. Wendy répondit qu'elle n'allait pas à Bordertown mais qu'elle était d'accord avec Nightingale sur une chose, chacune devait avoir le droit de choisir. Puis Wendy demanda à la grotte si quelqu'un voulait partir avec Nightingale. Silence. Personne ne parla. Personne ne bougea. La peur les tenait comme de la colle. Wendy le vit et s'adapta. Elle proposa de laisser Nightingale partir seule. Nightingale n'avait fait de mal à personne. Qu'on la laisse partir. Qu'elle porte son espoir toute seule. Les autres approuvèrent, pressant l'enseignante de libérer Nightingale. Et c'est là que l'enseignante perdit la raison. Elle affirma qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de laisser Nightingale partir, parce que Nightingale pourrait révéler leur position à l'église. Alors elle leva la dague pour frapper, mais Wendy l'arrêta. D'un geste sec, Wendy lança une pièce sur le cou de Nightingale, brisant la pierre de suppression. La puissance revint comme une tempête. L'enseignante hurla, furieuse, en disant que Wendy n'était qu'une traîtresse, puis elle envoya un serpent sur Wendy. Il mordit la main de Wendy. Le poison se répandit immédiatement et des veines sombres rampèrent sous la peau. Mais Nightingale bougea. Avant que l'enseignante ait pu réagir, elle hurlait de douleur, la dague brûlante plantée dans la poitrine. Elle s'effondra au sol, son autorité se vidant dans la terre du tunnel. Le chaos éclata l'espace d'un souffle. Puis Nightingale et son ami disparurent, glissant dans le tunnel comme des ombres fuyant un incendie. Elles s'enfuirent, avançant sans s'arrêter, portant Wendy alors que le poison gagnait sa main comme une malédiction. L'état de Wendy empirait. Son visage se crispa. Sa respiration devint difficile, et cela força Nightingale à prendre une décision brutale. Pour empêcher le poison de se propager, elle prit la dague et trancha la main de Wendy. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas héroïque. C'était le genre de choix de survie qui laisse des cicatrices pour toujours. Et malgré tout, Nightingale garda la main sectionnée avec elle, convaincue que Nana pourrait la guérir et la remettre bientôt. Mais la route se moquait des convictions. Elle marcha pendant des jours pour atteindre la ville. Et porter Wendy les ralentissait encore davantage. La perte de sang l'affaiblissait. Nightingale craignait que Wendy ne survive pas 3 jours dans cet état. L'air froid, la distance interminable, le poids de la responsabilité, tout s'abattait sur elle. Et juste au moment où la peur de Nightingale commençait à se transformer en certitude, un mystérieux nouvel arrivant apparut. Se plaçant sur leur chemin comme s'il avait attendu cet instant, prêt à leur tendre la main. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui s'arrête. La prochaine fois sur Plotoria, les flammes vertes d'Anna deviendront-elles le miracle qui sauvera toutes les sorcières, ou l'étincelle qui transformera la peur de l'Église en guerre ouverte? Nightingale parviendra-t-elle à revenir à temps à Bordertown? Portant l'espoir dans une main, et une amie empoisonnée dans l'autre? Alors que Timothy resserre son emprise sur le trône, sa chasse aux sorcières stabilisera-t-elle le royaume, ou le déchirera-t-elle plus vite que les démons n'auraient jamais pu le faire? Et qui était donc cette silhouette mystérieuse, qui traversait tranquillement le ciel comme si la gravité était optionnelle? Parce que la saison des démons touche peut-être à sa fin, mais l'ère de l'ambition humaine ne fait que commencer. On le découvrira la prochaine fois, à condition que la foi, la peur et la politique ne réduisent pas tout en cendres avant.